Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de revenir en vidéo aujourd'hui. Je n'ai pas tourné de vidéo depuis un petit moment et j'ai été assez peu présente sur la page Facebook, sur le blog, j'ai assez peu chroniqué, assez peu écrit d'articles ces derniers temps. Tout simplement parce que je manque de temps entre le boulot à temps plein, le sport, les stages de danse, les sorties entre amis, etc. J'ai vraiment assez peu de temps à consacrer à la lecture et à tout ce qu'il y a autour et j'en suis vraiment navrée. Ça me manque beaucoup et en plus pour ceux qui suivent mes aventures sur mon profil perso sur Facebook, vous avez pu le voir, j'ai à nouveau des problèmes de voisinage qui me pourrissent la vie et donc quand je suis chez moi, je n'arrive pas à me concentrer, que ce soit pour lire ou pour tourner des vidéos parce qu'il y a souvent du bruit. Donc je lis beaucoup moins qu'avant. La dernière fois je vous laissais en vous disant que j'étais en train de lire, il me semble, Les Outrepasseurs, le tome 3 qui s'appelle Le Libérateur. C'est toujours de Cindy Van Wilder et c'est toujours aux éditions Gulfstream. C'est le troisième et dernier tome de cette trilogie. Normalement vous devez voir les tomes 1 et 2 ici. Trilogie que j'ai beaucoup aimée. Alors par contre j'avais adoré le premier tome, le deuxième était encore un cran au-dessus à mon avis, et là le troisième, même si j'ai à nouveau beaucoup aimé, je trouve qu'il est un poil en dessous. Alors peut-être que c'est dû aussi à mon manque de concentration, au fait que j'ai plein de soucis à côté, donc j'arrive pas vraiment à me plonger dans les lectures correctement. Ça se passe quelques temps après la fin du deuxième tome. On va retrouver tous les personnages qui sont plus ou moins partagés en petits groupes, généralement des duos qui évoluent chacun de leur côté. On a Peter, donc notre héros, qui lui est en compagnie de Arnaud le chasseur, qui cherche une façon de lever la malédiction des outrepasseurs. On a le duo Hermeline Shirley, donc la mère et la petite amie de Peter qui sont à sa recherche, à sa poursuite. On a la Reine des Neiges qui est très remontée et qui a envie d'en découdre, qui ressuscite ses 3 cavaliers ou 3 chevaliers en gros de l'apocalypse quasiment, et qui va abattre un hiver glacial sur la Grande-Bretagne qui va faire énormément de dégâts. On a aussi Hersente, je ne sais pas comment on le dit, une femme outrepasseur qui était très proche de Noble, le lion, le chef des outrepasseurs, et qui là part de son côté en guerre contre la Reine des Neiges, elle veut l'arrêter absolument. Et puis on a aussi donc Noble, le lion, pas déchu mais en très mauvais état, qui n'a pas envie de laisser sa place, n'a pas envie de laisser son pouvoir. Et à côté de ça, la magie se fait la malle, la magie disparaît. Bref, c'est un joyeux bordel, il y a énormément de mini-intrigues comme vous pouvez le voir, puisque tous les groupes sont un petit peu à la recherche, en quête de quelque chose, ou poursuivent quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre. Donc c'est un petit peu le micmac. Vous allez le voir si vous lisez ce troisième tome, et je vous invite à lire toute la trilogie. Tous les groupes vont être plus ou moins réunis au fil des pages, donc il y a énormément d'actions, on ne s'ennuie pas. En revanche, et c'est là où j'ai été peut-être un petit peu déçue, c'est ce qui m'a peut-être un petit peu déstabilisée, c'est que dans le deuxième tome notamment, on suivait beaucoup Peter, le jeune adolescent héros, enfin jeune, il doit avoir 16 ou 17 ans, que j'avais beaucoup apprécié. Je trouvais qu'il était très mature, déterminé, bref c'était un héros jeune que j'avais aimé, que j'avais trouvé mature et qui m'avait plu. Et là en fait dans ce troisième tome on le suit encore, mais on ne suit pas que lui, il y a plein de points de vue différents et donc on va s'éparpiller un petit peu auprès de tous les personnages. Alors c'est super intéressant parce que forcément on voit un petit peu tout le monde et comme ça on a un point de vue un peu omniscient parce qu'on sait ce qui se passe de tous les côtés, mais en même temps quand il y a plein de points de vue comme ça, c'est aussi un petit peu dur de s'attacher vraiment à un personnage et de vraiment vivre l'action jusqu'au bout, vraiment intensément, et c'est un petit peu ce qui m'a manqué. Voilà, donc c'est à la fois positif et à la fois un petit peu négatif, un petit peu embêtant, puisque moi j'aime bien vraiment m'attacher au personnage. Et pour ça, généralement, j'aime bien soit avoir un point de vue interne, soit avoir un point de vue externe, mais qui est vraiment focalisé sur un seul personnage, ou pas beaucoup, pour que je puisse vraiment m'attacher et entrer vraiment dans le récit. Voilà, sinon la plume de Cindy Van Wilder reste assez exceptionnelle je trouve, c'est classé en jeunesse mais pour moi ça n'en est pas vraiment. Certes il y a les
des thèmes propres à la jeunesse comme la quête d'identité, tout ça, mais je trouve que l'univers créé, les références féeriques aux contes de fées, etc., c'est des références qu'on n'a pas forcément quand on est jeune, c'est plus des références qu'on acquiert au fil des lectures, dans notre vie d'adulte par exemple, et en plus la plume, pour revenir sur ça, est assez travaillée, assez jolie, pas ampoulée, mais voilà, c'est pas simpliste, c'est quand même assez travaillé. Donc les jeunes pourront lire sans problème s'y retrouveront, mais il faut quand même avoir à l'esprit que c'est une plume plus travaillée que les romans young adultes qu'on peut lire en général. Je fais des généralités, c'est pas bien, mais en général quand même les romans young adultes c'est une plume très simple, c'est vraiment pas beaucoup de descriptions, beaucoup de dialogues, beaucoup d'actions, voilà, c'est des livres qui vident la tête et qui sont pas forcément hyper profond, hyper travaillé. Là non, c'est vraiment un cran au-dessus. Pour moi, Les Outrepasseurs, c'est une saga certes que la jeunesse peut lire, mais pas que. J'ai ensuite lu Un bon garçon de Paul McVeigh aux éditions Philippe Ray. C'est la maison d'édition qui m'a envoyé ce titre. Il s'agit du premier roman de l'auteur, qui est en fait plutôt un auteur de nouvelles ou de pièces de théâtre, et là c'est son premier roman, et je suis ravie qu'il ait été traduit en français par les éditions Philippe Ray parce que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Là je suis en train de lire plein de choses sur l'Irlande, sur l'IRA notamment, et je trouve ça passionnant. Donc aujourd'hui j'ai retrouvé ce matin Hello Mélo pour la deuxième fois, on a encore fait un tour des librairies, enfin d'une librairie, on est allé au Père Pénard et j'ai trouvé 3 livres sur l'IRA ou l'Irlande ou voilà, etc. Et puis on a discuté avec le libraire qui, enfin, le destin fait bien les choses, le libraire qui avait une bague Clada, une alliance Clada, et qui nous a dit ah mais je connais très très bien le sujet, ma femme a fait une thèse sur les femmes dans l'IRA en Irlande du Nord dans les années 80, etc. Donc on a discuté de ça et c'était super intéressant, donc merci au libraire. Et voilà, c'est vraiment un thème qui me passionne en ce moment, j'apprends plein de choses là-dessus et je trouve ça non seulement passionnant mais en plus extrêmement surprenant parce que c'est une partie de l'histoire d'un pays qui est très proche de nous mais qu'on ne connaît pas du tout ou presque pas, ça passe vraiment sous silence. Il s'est passé quand même des atrocités, ok la Lyra a déposé les armes, je crois que c'est en 2005, c'est quand même hyper récent, a priori le calme, la paix est plus ou moins revenu, mais on a l'impression que c'est quand même encore très frais, très récent et que c'est en train de couver et que tout pourrait à nouveau ressurgir, qu'il pourrait à nouveau y avoir des attentats, etc. Et je trouve que c'est un thème, enfin bon en tout cas c'est un thème qui me parle énormément et qui me passionne et j'ai envie de lire plein de choses sur le sujet. Et si j'ai envie de lire plein de choses sur le sujet en ce moment, c'est notamment grâce à Ce bon garçon de Paul McVeigh, qui se passe donc en Irlande du Nord à la fin des années 80, à Belfast plus exactement. On va suivre un petit garçon qui s'appelle Mickey, qui a une dizaine d'années. Mickey qui est très différent de ses camarades et même de ses frères et sœurs, puisque Mickey est assez intelligent et même très intelligent et très sensible, donc il subit pas mal de brimades de la part de ses camarades de classe qui le traitent de PD. Il est très solitaire, il a très peu d'amis et il subit voilà beaucoup de moqueries. Mais Mickey a beaucoup d'espoir puisque normalement à la rentrée prochaine de septembre, il doit entrer dans une école un petit peu huppée, une école d'élite où il se sentira beaucoup mieux et il est rempli d'espoir à cette idée. Malheureusement pour lui, à la fin de l'année scolaire, il est convoqué par le directeur de son école actuelle et le directeur lui annonce qu'il n'y a plus d'argent pour payer sa future école. En fait on l'apprend, c'est le père de Mickey qui a tout dépensé en jeux et surtout en boissons. Donc il n'y a plus d'argent pour payer l'école UP de son fils et donc Mickey va devoir aller dans le collège de quartier, là où tous les petits caïds du quartier vont aller. Donc il va retrouver tous ceux qui lui font la misère au quotidien et c'est un cauchemar qui commence. Alors ses parents essayent de faire passer un petit peu mieux les choses en lui offrant un petit chien. Mais Mickey il est hyper angoissé et il va passer les 2 mois d'été à se poser beaucoup de questions sur cette future rentrée. Donc ce roman, ce court roman, qui fait un peu plus de 200 pages, 250 environ,
va traiter de ces 2 mois d'été avant cette rentrée particulièrement redoutée par le petit garçon. Donc non seulement on va suivre l'évolution pendant 2 mois de ce petit garçon qui est hyper attachant, et en plus on a ce contexte géopolitique très marqué de la fin des années 80 à Belfast. Donc l'IRA est un peu partout. Le quartier catholique à Belfast est entouré des quartiers protestants. Il y a un mur qui sépare les quartiers et vraiment chacun reste chez soi. Il y a des bombes qui explosent comme ça n'importe où, des soldats qui meurent, des membres de l'IRA qui sont arrêtés. Bref, ça fait partie du quotidien de Mickey. Nous, on est horrifiés de se rendre compte que c'est un quotidien normal pour un petit garçon de 10 ans à la fin des années 80 en Europe. Je trouve ça complètement hallucinant de se dire que dans une capitale qui est à même pas 2 heures d'avion de nous, il y avait des bombes qui explosaient au XXe siècle, hein, jusqu'à la fin du XXe siècle, il y a des bombes qui ont explosé à Belfast, qui ont fait des milliers de morts pendant toutes ces décennies. Des milliers de morts et surtout des civils hein, qui payaient le prix de cette guerre entre anglais, irlandais, grossièrement entre protestants et catholiques. Et voilà, donc on est vraiment plongé dans ce contexte. À côté de cette horreur du quotidien, on a aussi beaucoup de moments plus amusants, de tendresse avec le petit Mickey qui va découvrir ses premiers émois amoureux, qui va se poser beaucoup de questions sur comment on embrasse une fille, qui, voilà, il est en train de grandir, il sait plus trop comment se comporter avec sa mère, il a envie d'aller l'embrasser, lui faire des câlins, mais un petit garçon de 10 ans, voilà, ses amis et même son frère aîné se moquent de lui, il faut plus qu'il aille dans les jupes de sa mère, il ne faut plus qu'il joue avec sa petite sœur, c'est plus de son âge, mais en même temps lui il adore encore ses jeux d'enfant. Bref, il se pose plein de questions, il est en train d'évoluer, de grandir, et c'est pas facile tous les jours. Franchement, Mickey, c'est un enfant qui m'a énormément touchée. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments, il y a des scènes vraiment très très fortes, très marquantes. J'ai pleuré à la fin même, carrément. Voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce petit portrait, ce témoignage qui s'étale sur 8 semaines, sur les 2 mois d'été à la fin des années 80. Et je vous conseille ça, vraiment. Ça vaut le coup, c'est super. Je voulais juste vous lire un tout petit passage, juste pour vous faire sentir un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce Belfast à la fin des années 80. Le quartier catholique est quand même assez pauvre, il y a énormément de chômage, la misère sociale. Je m'arrête pour regarder l'immense maison blanche devant l'endroit où on s'est garé. Les fenêtres géantes ont presque la taille de la maison. Je me demande comment ce serait si notre famille vivait à Cave Hill, dans une grande maison avec de l'argent. Pas de drapeau ici, pas de trottoir peint, de fenêtres cassées, de maisons démolies, de voitures brûlées, de merde de chiens. Pas de terrain vague, pas de verre brisé, pas d'odeur d'essence, pas de flics, pas de soldats, pas de barricades et pas de bandes. Donc les riches ne connaissent pas les troubles, pas plus que le reste, ce n'est pas juste. J'ai ensuite continué mon voyage dans d'autres pays, puisque j'ai lu grâce aux ateliers Henri Dougier, que je remercie encore parce qu'ils me font faire des superbes découvertes ces derniers mois, un livre qui s'appelle « Que votre moustache pousse comme la broussaille » et c'est écrit par Muriel Gilbert. En fait, ce truc bizarre, « Que votre moustache pousse comme la broussaille », ça veut dire « à vos souhaits » en mongolie. Il s'agit d'un petit ouvrage qui revient sur les expressions des peuples et il y a des trucs super marrants, je me suis régalée, j'ai adoré. C'est un petit livre qui sort au début du mois de mai, je sais plus exactement quand, avant le 10 c'est sûr, et je vous invite vraiment à l'acheter, à le feuilleter. Ça fait une centaine de pages et c'est génial. C'est partagé en petits chapitres, 18 exactement, par thématique. Donc on va passer de la nourriture à l'amour en passant par les animaux, les couleurs, les chiffres, etc. C'est super marrant. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'écriture de Muriel Gilbert. Elle a vraiment une façon de présenter les choses, c'est super drôle. C'est hyper fluide, ça se lit très très bien. Alors bien sûr, on retient pas grand chose parce qu'on lit ça un petit peu, on dévore, hein. Vraiment moi j'ai dévoré cet ouvrage tellement j'avais envie de lire encore, de découvrir d'autres expressions et au final on n'en retient pas énormément, mais c'est un ouvrage que l'on peut refeuilleter à loisir et ça se lit vraiment super bien. Je vais juste vous donner un ou deux exemples que j'ai trouvé vraiment très marrants. Je vous lis un petit paragraphe sur la nourriture.
Et c'est surtout l'expression des Australiens qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découverte, c'est celle qui vient en dernier. Pour commencer, quand les Français et les Italiens ont une faim de loup, les Allemands ont une faim d'ours, et les Britanniques de cheval. Certains d'entre eux pourraient même manger un cheval. Quand les Colombiens ont la dent, ils ont du tranchant. S'ils ont très faim, ça devient dangereux, ils sont si tranchants que s'ils se penchent, ils se coupent. Les Finlandais, quant à eux, ont faim comme un loup en Estonie. Mais ce sont les Australiens qui sont les champions du coup de fourchette. Quand ils crèvent la dalle, ils pourraient manger le cul d'un canard qui vole bas. Ça me fait beaucoup rire. Ils sont très imagés ces Australiens. Les Québécois ont aussi pas mal d'expressions très marrantes. Je vais vous en lire une ou deux autres quand même, juste pour le plaisir, parce qu'il y a vraiment des trucs... ça vaut le coup d'œil. Alors par exemple, quand nous on dit quand les poules auront des dents, en Russie, ils disent quand l'écrevisse sifflera dans la montagne. Toujours en Russie, ils vont dire une vache sur la glace, ce qui équivaut à notre un éléphant dans un magasin de porcelaine. En France, on dit prendre un râteau, en Italie, c'est recevoir un manche. Je sais pas ce qui est le pire. Bref, il y a vraiment des choses très amusantes. Et là où on dit il n'a pas inventé l'eau tiède, au Royaume-Uni, on dit ce n'est pas l'outil le plus affûté de la boîte. Ils sont assez sympas. Je voulais juste vous montrer aussi la mise en page qui est assez graphique pour mettre certaines expressions en avant comme celle que je viens de vous lire. On a par exemple ce genre de choses là, donc sur une pleine page. Donc en gras l'expression en français et en moins gras, en normal, l'expression dans sa langue d'origine, donc là en anglais. On a également, comme vous pouvez le voir, parfois des expressions qui sont mises en avant plus simplement parce qu'elles sont en plus gros sur la page. Les entrées de chapitres se présentent comme ça. C'est un petit livre bien foutu, bien fichu, qui est agréable à lire, hyper intéressant, c'est ludique et instructif, j'ai adoré. Et encore une fois, je vous conseille les ateliers Henri Dougier. J'ai ensuite enfin sorti de ma bibliothèque Les Amazones de Bohême de Joël Wintrebert aux éditions Robert Laffont. Quand j'ai vu l'illustration de couverture en librairie et que j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit c'est vraiment un livre qu'il faut que j'achète parce que je vais l'adorer. Et je l'ai laissé quelques semaines, voire quelques mois dans ma pile à lire parce que je trouvais pas le temps de le lire. Et enfin je l'ai sorti. Et en fait je suis un peu déçue. Et je suis la première déçue d'être déçue. Parce que j'avais tellement envie de l'aimer ce livre, j'avais tellement envie de l'adorer, que ce soit marquant, etc. Et en fait là je me rends compte qu'au bout de 2 ou 3 semaines, j'ai plus aucun souvenir de ma lecture. Mais vraiment rien du tout, je suis incapable de vous résumer l'histoire sans aller lire la 4e de couverture. On est au 8e siècle, en Bohême, et en fait il y a une princesse qui va se rebeller un petit peu, qui va prendre pour sa garde personnelle une femme et toute une troupe de femmes, toute une troupe de soldats femmes, et qui va essayer de mener sa vie tant bien que mal comme elle le souhaite. Donc évidemment dans des sociétés très patriarcales, c'est toujours très compliqué d'imposer sa voix quand on est une femme, et là il va y avoir une sorte d'état indépendant qui va être créé où les femmes vivent comme des amazones. Elles vivent en communauté fermée, mais par contre elles ont le droit, elles, de sortir de la ville, de passer les remparts pour aller rencontrer les hommes et les femmes qu'elles souhaitent. Elles sont assez libres de leur mouvement, de leur choix, et c'est assez révolutionnaire pour l'époque. J'ai bien aimé cette idée, j'ai bien aimé le fait que les femmes soient les héroïnes de cette histoire, que au 8e siècle ce soit des guerrières qui se battent, qui imposent leurs idées, et en même temps je suis restée assez étrangère, assez en retrait de cette histoire. J'ai pas été émue plus que ça. Comme on va suivre plusieurs femmes différentes, là encore, comme un petit peu dans le 3e tome des Outrepasseurs que je vous présentais tout à l'heure, comme on suit plusieurs personnages dans des points de vue externes, moi je m'éparpille et j'ai du mal vraiment à m'attacher à une en particulier ou à une ou deux, et donc je me sens un peu étrangère, un petit peu en retrait, et j'ai du mal vraiment à entrer dans l'histoire et c'est dommage. Franchement ce livre avait tout pour me plaire, mais c'est peut-être trop rapide, trop court, il se passe énormément d'années en même pas 300 pages, et voilà, peut-être que si ça avait été développé en plusieurs tomes, peut-être que si on avait suivi vraiment l'histoire du point de vue d'une femme en particulier, ça m'aurait peut-être plus transporté. Comme assez souvent lorsque des femmes essayent d'être indépendantes et de vivre comme elles l'entendent, quand les hommes arrivent à mettre la main sur elles, ça entraîne des scènes d'une violence assez incroyable, des viols, etc. Et là il y a certaines scènes qui sont
décrite, pas mal décrite, et c'est assez dur quand même. Ce que je pourrais reprocher un petit peu à Joël Winterberg, c'est que ok, c'est bien d'être féministe, voilà, de mettre en avant des femmes fortes, des amazones, etc. Mais je trouve que parfois on plonge un petit peu dans le discours inverse. On arrive parfois à des dérives où au final la femme se place au-dessus de l'homme, et ça m'embête un peu parce que là c'est un petit peu parfois le discours que j'ai pu ressentir. C'est dommage parce que je trouve que ça envenime plus le problème qu'autre chose finalement. On nous présente des femmes, des personnages qui haïssent vraiment les hommes, hein, qui... Ok, elles ont vécu des choses atroces dans leurs jeunes années, et donc on peut comprendre qu'elles en viennent à haïr les hommes, ça je comprends parfaitement, mais c'est quand même un message qui me gêne un petit peu. Et en même temps, elle apporte quand même quelques personnages qui sont peut-être un peu plus mesurés, et elle met en scène des hommes qui sont bons, des hommes sympas, et donc ça contrebalance, ça équilibre un petit peu le discours, mais globalement, alors je connais pas du tout cette dame, Joël Winterberg, je sais pas si elle a mis beaucoup d'elle dans cette histoire, si elle a mis beaucoup de sa personne, de ses convictions, mais ce qu'il est ressorti de cette histoire à mon sens, c'est vraiment une opposition très forte entre hommes et femmes, et une supériorité des femmes dans beaucoup de personnages, et le fait que les hommes sont potentiellement tous des violeurs en puissance qui traitent les femmes comme des objets, et voilà, c'est une réalité, il y a certains hommes qui sont comme ça, mais il faut pas faire une généralité, il faut réussir un petit peu à modérer le propos. Voilà, c'est ce qui m'a un petit peu déçue là-dedans. J'avais envie d'adorer ce bouquin, peut-être que j'en attendais trop, en tout cas je suis un petit peu déçue et c'est dommage. Mais bon, le livre reste quand même super beau en tant qu'objet, j'adore cette couverture. Je suis retournée du côté de l'imaginaire ensuite, puisque j'ai lu le premier tome de Log Horizon, Premier pas dans un autre monde, premier tome écrit par Mamare Tuno et illustré par Kazuhiro Hara. Et c'est aux éditions Ophelb. Alors j'ai bien aimé cette lecture, franchement j'ai bien aimé. Par contre, je suis vraiment sceptique sur le public visé. Concrètement, Log Horizon, ça parle de quoi? Ça parle de jeux vidéo en ligne. Très sincèrement, en lisant ce bouquin, j'avais l'impression de jouer une partie de World of Warcraft. Je suis joueuse de WoW, pas souvent parce que ça prend beaucoup de temps et que je me lasse très vite, mais bon, parfois j'y vais de temps en temps, je vais y jouer une petite demi-heure, je fais une petite mission, etc. Et là, concrètement, en lisant ce bouquin, j'avais l'impression d'être un des personnages et de jouer à WoW. Donc c'était agréable, c'était amusant, mais je pense que les joueurs qui ne connaissent pas du tout ce genre de jeu en ligne peuvent être un petit peu perdus. Et peuvent ne pas trouver vraiment d'intérêt à cette histoire à mon avis. Ce sont des joueurs, notamment Shiro, qui se retrouvent coincés dans un monde qui ressemble au jeu auquel ils jouaient en ligne sur leur ordinateur. Ce monde s'appelle Elder Tale. Ils se retrouvent dans cet univers qu'ils connaissent habituellement derrière leur écran en jeu vidéo, mais ils s'y retrouvent véritablement. Il y a plusieurs choses qui ressemblent à ce qu'ils vivaient en jeu vidéo et d'autres caractéristiques qui sont un petit peu déformées. Ce premier tome en français rassemble les deux tomes d'origine japonais, donc vous avez deux mini-intrigues, comme c'était le cas pour les tomes 1 et 2 de Spice and Wolf, édité par Ophelb également, que j'ai lu il y a quelques mois et que je vous ai présenté, qui rassemblait aussi deux tomes dans les intégrales en français. Donc là on a deux mini-aventures. Dans la première intrigue, dans le premier épisode, Shiro et ses deux compagnons qui ont des niveaux très élevés, donc ils sont de niveau 90, c'est vraiment très très élevé dans les jeux vidéo en ligne, vont aller à la rescousse d'une jeune fille qui est prisonnière d'une ville à côté. Elle est prisonnière parce que elle est d'un faible niveau, elle vient de commencer à jouer, elle est toute seule là-bas, et elle s'est fait agresser par des joueurs qui ont pris le malin plaisir de devenir des grands méchants dans le jeu vidéo. En fait ils ont peur de rien, ils savent qu'ils ne peuvent pas mourir, enfin ou qu'ils peuvent mourir mais qu'ils vont être ressuscités, et donc leur but c'est d'aller détrousser les autres joueurs pour leur piquer leur argent et les objets. Donc Shiro et ses deux amis vont partir à la rescousse de cette jeune fille, donc ça c'est dans la première intrigue en gros. Et dans la deuxième intrigue, là aussi ça va être un petit peu le sauvetage de deux jeunes joueurs qui sont encore plus jeunes et encore moins expérimentés que la
premières jeunes filles sauvées dans le premier épisode, et qui eux sont un petit peu transformés en esclavage par un groupe de joueurs qu'on appelle une guilde, parce que dans ces jeux vidéo vous pouvez faire partie de guildes. Vous pouvez vous regrouper avec d'autres joueurs pour mettre l'argent en commun, pour mettre les connaissances, les objets, etc. en commun. Donc là, ils sont un petit peu emprisonnés, kidnappés, séquestrés par cette guilde. Et une nouvelle fois, Shiro et ses amis vont venir à leur rescousse. Mais là, il y a un aspect un peu plus général à ce sauvetage, puisque ça va complètement changer la donne dans le jeu en général, dans ce monde parallèle. Ça va changer les règles. Il va y avoir un rassemblement, une réunion de joueurs très forts qui vont décider de nouvelles règles dans la ville, dans ce jeu, dans ce monde parallèle. C'est un peu difficile de résumer cette histoire. En fait, vraiment, pour ceux qui ne jouent pas à Warcraft et à d'autres jeux du genre, je pense que c'est difficile de comprendre ces notions de niveau, de quête, de mission, de guilde, etc., de PNJ, ces joueurs qui sont là pour vous donner des indices sur le chemin. Voilà, c'est compliqué à expliquer et je pense que c'est pas forcément passionnant ce genre de lecture. Moi pour le coup je me suis vraiment prise au jeu. Comme d'habitude avec Ophelb, on a affaire à un livre un petit peu illustré, donc en début de chapitre vous avez la présentation des personnages, enfin d'un personnage différent à chaque fois avec ses caractéristiques, et au cœur de l'ouvrage vous avez des illustrations en noir et blanc comme ceci. Voilà, donc c'est un joli livre. J'ai bien aimé ce premier tome, ces deux premières aventures, et je pense que je lirai la suite. En ce moment je suis en train de lire 3 choses différentes, je m'éparpille un petit peu. Le premier livre que je lis, c'est ma lecture principale, il s'agit du premier tome du livre de l'énigme, premier tome qui s'appelle Source des tempêtes, c'est de Nathalie Do et c'est aux moutons électriques. C'est de la fantaisie et franchement je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir m'y plonger, de ne pas pouvoir m'y consacrer vraiment et de ne pas être plus concentrée, de ne pas avoir plus de plages de lecture, parce qu'à chaque fois que je lis 10-20 pages, je trouve ça génial, je trouve ça super bien écrit, c'est hyper fluide, là pour le coup je m'attache vraiment au personnage, ça me fait un petit peu le même sentiment que quand je lis l'Assassin Royal. Je trouve qu'on est vraiment au plus près des personnages, il y a un monde assez riche qui a été mise en place, un petit peu de magie, on a même la mention et l'apparition parfois de créatures féeriques, des dragons. Je vous en parle beaucoup plus en détail dans une future vidéo qui j'espère n'arrivera pas dans plus d'un mois. En parallèle, pour me détendre, je lis un magazine que j'ai acheté il y a quelques jours, il s'agit du numéro d'avril du magazine Géo. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que ça parle de l'Irlande du Nord. Là le dossier sur l'Irlande était vraiment très intéressant. Alors il y a beaucoup d'images et pas énormément de texte, mais bon il y a quand même il y a quand même quelques reportages qui sont très intéressants, et on a énormément d'autres reportages sur d'autres pays. Ça donne envie de voyager, déjà que je me sens à l'étroit et je me sens pas bien à Lyon. Il faut que j'arrête de lire des magazines comme ça parce que ça me donne encore plus envie de partir à l'aventure, de quitter Lyon et voilà, de m'en aller. Le seul truc qu'on peut reprocher, mais je pense que c'est un peu le cas dans tous les magazines, c'est qu'il y a pas mal de pubs, de pages de pubs à l'intérieur. Surtout au début, je trouve ça hallucinant. Toutes les 2 pages, toutes les pages même quasiment, il y a une pub. C'est fou. Je l'ai pas encore fini, mais je prends mon temps, c'est vraiment quelque chose que je savoure un petit peu comme ça de temps en temps. Et je vous le remontre très rapidement puisque je vous l'ai déjà présenté il y a déjà 1 ou 2 mois, parce que ça fait un moment qu'il est là. Je lis très lentement la musique irlandaise de Étienne Bourse aux éditions Fayard. Mais en fait j'adore vraiment ce que je lis, c'est une mine d'informations, c'est une mine d'or ce bouquin. L'auteur traite de la musique, des chansons irlandaises, mais il nous fait surtout un résumé de l'histoire de l'Irlande. Et c'est passionnant. Là j'en suis au XXe siècle, au moment des troubles irlandais justement, l'IRA. J'ai appris plein de trucs et c'est pour ça aussi que j'ai envie vraiment de lire des choses sur le sujet. J'ai appris notamment qu'il y a énormément de prisonniers, des hommes de l'IRA qui ont été emprisonnés par les Anglais et qui n'étaient pas considérés comme prisonniers politiques, donc on les avait forcés à porter la tenue des prisonniers normaux et ils ont refusé, ils voulaient être en tenue civile, ils n'avaient pas le droit, donc pour protester ils étaient nus en prison, juste couverts des couvertures qu'on leur donnait en prison, et donc ils ont lancé un petit peu un mouvement en prison, voilà, ces hommes qui étaient nus sous leur couverture. Il y a aussi une grève de l'hygiène pendant des mois
Et j'ai appris avec horreur, avec stupeur qu'il y a beaucoup, des dizaines de prisonniers, des membres de l'IRA qui ont fait des grèves de la faim en prison, notamment pendant le gouvernement Thatcher en Angleterre, et qui sont morts au bout de 50-60 jours de grève de la faim. La Dame de Fer n'a rien lâché et c'était des jeunes qui avaient 26, 27, 28 ans et je suis horrifiée. C'est hallucinant de voir que ces choses-là se passaient dans les années 70, 80, dans un pays aussi proche de nous. Je découvre des trucs, alors je trouve ça à la fois passionnant et horrifiant. Et j'ai vraiment envie de lire plein de choses sur le sujet. Donc vraiment, si vous avez des essais, des romans qui parlent de ces conflits, de ces troubles irlandais, si vous avez des témoignages d'anciens membres de l'IRA par exemple, de femmes qui ont aidé l'IRA, les combattants, ou même de civils qui ont vécu ces troubles, vraiment donnez-moi des références, je trouve ça passionnant. Caro Livre m'a offert le Chalandon Retour à Killybegs et hier j'ai acheté l'autre de Chalandon qui parle aussi de l'IRA, qui s'appelle Mon Traître je crois. Je vous le montrerai dans le prochain book haul. Et ce matin j'ai trouvé un autre livre à ce sujet là qui s'appelle Insurrection je crois. Bref, voilà, vraiment si vous avez des références, allez-y, balancez toutes les références. J'ai envie de lire plein de trucs sur le sujet, que ce soit des essais, des témoignages, des biographies ou même des trucs romancés. Vraiment, allez-y, ça me passionne. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je reviens très très vite, je l'espère, pour d'autres vidéos, notamment peut-être avec le lancement du prochain Challenge Wild Pal, l'épisode numéro 4. J'ai un mois de retard puisque l'épisode numéro 3 s'est terminé le 17 mars et je n'ai toujours pas lancé l'épisode numéro 4. En même temps j'ai pas mal de challenges en cours en ce moment, donc j'ai pas trop envie de m'en rajouter un en plus. Alors j'ai peut-être trouvé une idée qui rassemblerait un petit peu tout ça. Je pense que je vous ferai une vidéo très bientôt pour vous expliquer et j'aurai à nouveau besoin de vous pour que vous votiez pour mes futures lectures. Je vous souhaite un excellent week-end et d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt et vraiment merci pour votre soutien et vos nombreux commentaires. À bientôt, merci.